chaque don compte pour nous aider à franchir avec succès cette période difficile. Financez TVL, maintenant. Financer TVL, c'est essentiel. Michael Hirel est journaliste, il a travaillé à l'hebdomadaire Le Point, il collabore aujourd'hui au Figaro, il vient d'écrire un livre touchant et totalement d'actualité, on le verra, Concorde rouge dans la peau d'une victime d'agression. Une histoire simple mais édifiante sur les fléaux de l'insécurité et de la violence. Michael Hirel, bonjour. Bonjour. Merci d'être à TVL. J'ai dit une histoire simple, j'aurais pu dire presque banale, car ce que vous racontez, finalement, peut arriver à tout le monde, mais si vous me permettez, je vais vous laisser la parole pour commencer par le commencement. Pour comprendre le titre de l'ouvrage, il faut être en 2017, se replonger un 13 novembre 2017 à 19h30 dans le métro parisien. Vous rentrez du travail. Tout simplement. Et place de la Concorde, effectivement. À l'époque, je travaillais à l'hebdomadaire Le Point et tous les jours, je travaillais à l'ouest de Paris pour aller à l'est de Paris, un grand classique francilien, donc je traversais la capitale dans les deux sens par le métro, au sous-sol c'est plus rapide, et mon métro passait par Concorde, qui est la correspondance la plus classique. C'est une grande station en sous-sol sous la place de la Concorde, il faut imaginer des nombreux couloirs, des centaines de mètres de long, mais beaucoup de monde puisque c'était l'heure de pointe. Et donc là j'étais dans la première rame du métro, en bon parisien stressé, on monte dans la première rame pour descendre plus vite, pour gagner 2 minutes, pour arriver chez soi un peu plus tôt, avoir sa correspondance. Et monté dans cette rame quelques stations plus tôt, un jeune homme un peu bizarre, j'avais repéré d'emblée, habillé en noir des pieds à la tête, les cheveux à 2 mm, et surtout une grande bouteille de bière à la main, une grande bouteille d'1 litre, donc impossible à rater, et qui parlait tout seul. Et arrivé à la station Concorde, bon, je descends, c'est ce garçon, 25-26 ans, descend devant moi, et une jeune femme descend devant nous, et après il y a un grand escalier au bout du quai qui monte pour aller prendre la correspondance. Ostensiblement, il regarde la jeune fille, et, excusez-moi du terme, il lui met une grande main aux fesses en montant l'escalier, en étant derrière elle. Évidemment, en arrivant en haut, elle se retourne et proteste, mais ça va pas, qu'est-ce que vous faites? Et ils ont commencé à s'embrouiller assez rapidement. Et vu l'état du jeune homme qui était à la fois goguenard et éméché, j'ai pas réfléchi en fait. Ayant vu ce qui s'était passé, je me suis juste dit, si je n'interviens pas, ça va mal se passer parce qu'il a la bonne tête pour passer d'une première violence, une agression sexuelle de base, à quelque chose d'encore plus agressif. Donc je me suis juste mêlé, comme on dit, calmement, sans chercher la bagarre, en disant à ce garçon, vous savez très bien ce que vous avez fait, ça suffit, maintenant on s'en va. Et donc j'ai commencé à partir avec la jeune femme. Il s'est mis tout de suite en garde en posant sa bière pour me dire tu veux te battre avec un fort accent des pays de l'Est, ce qui ne m'intéressait pas vraiment, me battre avec quelqu'un de bourré dans le métro en rentrant du travail, bon, ça fait pas très envie. Et donc je suis parti avec cette jeune femme, et puis je me suis dit, comme il nous a doublé en m'insultant, affaire classée, encore un qui se décourage dès qu'on s'en mêle, parce que ça m'était déjà arrivé comme ça d'intervenir sans jamais rajouter de la testostérone à la testostérone, et à chaque fois l'agresseur ou le casse-pied de service qui insultait quelqu'un, qui embêtait une demoiselle, part. Parce qu'en général, ils sont plutôt lâches, on leur gâche leur plaisir, donc ça en reste là, et ça se finit bien. Bon là, en l'occurrence, j'avais mal jugé la situation, puisque j'ai appris par la suite, puisque j'en ai aucun souvenir, qu'il s'était embusqué dans un couloir latéral, il avait mis sa capuche, il est revenu par derrière moi, et comme me l'a décrit la jeune femme plus tard, il a littéralement sauté en l'air avec son poing et sa bouteille pour me frapper à la tempe, donc il m'a, au sens propre, explosé la tempe, donc j'étais KO directement. Tout ce dont je me souviens très bien, en revanche, c'est l'avoir vu rouge et noir, et après plus rien. Et après, une fois que je suis tombé au sol, il ne s'est pas arrêté là, il m'a explosé, il m'a émietté le visage à coups de pied. Il a vraiment cherché à me tuer, il faut être sincère, c'est pas passé très très loin. Et ce qui m'a sauvé, c'est finalement que la jeune femme s'est couchée sur moi pour me protéger en appelant au secours, et qu'elle a pris quelques coups de pied que je n'ai pas pris dans la tête, sinon nous n'aurions pas cette conversation. Voilà, c'est clair que vous êtes victime d'une agression. Alors, rappelons-le quand même, on est en pleine heure de pointe. 19h30, donc... Pour les non-parisiens sur une ligne, une station globalement plutôt calme. Oui. En ce qui concerne la violence, non pas les vols, mais en ce qui concerne la violence, votre agresseur, il est de type caucasien, il est drogué, et vous prenez la défense d'une jeune femme, et pour cela, il cherche clairement, il a la volonté de vous tuer. Clairement, je pense qu'il voulait me tuer. Je l'avais vexé, je l'avais mis de mauvaise humeur, il n'était pas en très bon état, je pense, mentalement parlant, et d'un point de vue éthylique aussi, et il a cherché à me tuer, il n'y a pas d'autre mot. Ce qui est le plus sidérant, c'est quand même qu'à cette heure-là, 19h30, en pleine heure de pointe, quand je suis intervenu, après ce qui s'est passé avec cette jeune femme, je suis sans doute pas seul à l'avoir vue, personne n'est intervenu. Quand je me suis fait agresser 2 minutes plus tard, personne, mis à part elle, n'est intervenu.
Parce que les gens, finalement, au début, sont sidérés. Il y a vraiment un effet de sidération. Le cerveau humain n'arrive pas à comprendre immédiatement que ce qu'il voit est réel. Donc ça, je peux comprendre à un moment où on met du temps à réaliser la chose. On l'a bien vu récemment avec cette histoire d'agression au couteau à Annecy. Les gens, initialement, ne réagissent pas. Et après, il y a ceux qui baissent la tête et qui continuent parce qu'ils n'ont surtout pas envie d'avoir des ennuis. Et puis parfois, mais ce n'était pas mon cas, il y a ceux qui filment, mais ça, c'est une tendance plus actuelle. Mais en tout cas, moi, personne n'a aidé cette jeune femme, elle m'a aidé. On reviendra sur cette question-là, parce qu'elle est importante sur l'attitude des gens autour. Dans les premières heures après l'agression, alors on le voit bien dans l'ouvrage, vous l'écrivez, vous avez totalement quand même sous-estimé l'ampleur de vos blessures au visage. Il faut le dire, 14 fractures au visage, mâchoire brisée, dents cassées, nez détruit. Vous avez d'ailleurs cette phrase qui est assez drôle, c'est malheureusement drôle, « Ma tête s'est émiettée ». Oui, effectivement. Quand je suis arrivé 2 jours plus tard, parce qu'il fallait laisser reposer un peu tout ça, comme c'était un peu en vrac, à l'hôpital Épicier-Salpêtrière, l'interne qui m'a accueilli a eu une phrase qui m'a beaucoup marqué, qui m'a dit, ça a marqué mon épouse aussi, à vrai dire, « S'il n'y avait pas la peau, votre visage tomberait ». Donc c'est vrai que le visage était entièrement émietté, mais sous la peau. Donc spontanément, en sortant du métro, je pensais avoir le nez cassé, et puis voilà, pas bien grave. Et en sortant des urgences, j'étais toujours dans ce déni, et mon épouse, elle a beaucoup plus rapidement compris que c'était grave et que c'était pas passé loin. Mais après, peut-être qu'en positivant, en disant ça aurait pu être pire, on avance aussi en tant que victime. Il va y avoir un long parcours de reconstruction dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Ça va être ce que vous appelez le temps de la douleur. Vous le dites là encore, je suis devenu un survivant. La douleur était ma meilleure amie, je suis devenu un survivant. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu paradoxal. Au-delà de se dire qu'on a eu de la chance par rapport à des situations pires, parce qu'il y a des gens qui vont garder des séquelles permanentes, qui vont avoir des handicaps, ou qui vont tout simplement mourir sur le coup, ce qui aurait très bien pu arriver. Le fait d'avoir mal, ça veut dire que vous êtes vivant. Donc moi, j'ai un petit peu mal au quotidien. Toute la partie gauche du visage a une sensibilité relative et m'envoie des mauvais messages, donc en moyenne ça lance, je l'explique en souriant, comme c'est un peu comme ça, avoir une rage de dents et une gueule de bois en permanence. Mais c'est gérable, c'est une douleur qui reste basse, qui peut se stopper assez facilement, qui ne vous coupe pas entièrement socialement. Donc je suis un survivant, mais c'est plutôt une bonne chose à mes yeux. Ça veut dire que je suis vivant et que tous les matins, je me dis merci mon Dieu, je suis vivant, j'ai une famille qui m'aime, je peux vivre ce qui se passe et je suis toujours là pour en parler. Donc chaque jour est une chance à mes yeux. C'est pour ça que je parle de survivant. Et vous dites, toujours avec beaucoup d'humour, vous dites j'ai été éparpillé façon puzzle. Bon, ça c'est du Audiard. J'adore Audiard. Voilà, c'est du Audiard. Et vous parlez de gueule cassée, ça nous ramènera plutôt à la Première Guerre mondiale. Il y a toujours cet humour et cette distanciation. C'est quoi qui vous fait tenir à ce moment-là? Vous avez peut-être évoqué votre métier, votre famille, vos croyances. C'est un tout, effectivement. Il y a une part de foi. Ma communauté, ma paroisse m'a très bien soutenu. Mes amis ont été géniaux. J'en ai découvert quelques autres que j'avais perdus qui sont revenus à ce moment-là. Mon épouse et mes enfants ont été d'une patience et d'une gentillesse totale parce que quand on a mal, on est vraiment très désagréable. Vous dites que c'est très désagréable d'ailleurs. Oui, la douleur quand vous arrêtez effectivement les produits pour avoir moins mal, vous n'avez pas de très très bonne humeur quand même, ça c'est clair. Donc ça je le confesse. Mais mes collègues du bureau ont été super, on a mis un avocat à ma disposition. Enfin, par rapport à la victime lambda, j'ai eu beaucoup de chance. J'étais très bien entouré. Après, je suis peut-être têtu à la base et je pars du principe qu'on avance. Donc c'est pas marche ou crève, mais presque. Donc du coup, c'est vrai que ça s'est bien passé. Je pense pas que toutes les victimes s'en sortent aussi bien. J'aimerais que ça soit le cas. Je leur souhaite, parce que malheureusement, il y a beaucoup de victimes au quotidien. Mais être bien entouré, ça aide énormément. Pourquoi vous avez mis 5 ans pour raconter cela? C'est une bonne question. D'abord, le Covid est passé par là. Donc ça nous a tous mis un petit peu entre parenthèses pendant un certain temps. Et j'ai fait partie des heureux gagnants de cette sympathique maladie, donc j'étais un peu fatigué quand même. Mais après, c'est en voyant la multiplication des agressions, je pense. Et à un moment, j'ai eu l'impression... Déjà, j'étais en colère après cette agression, parce que pour un tas de raisons différentes, mais j'avais surtout l'impression qu'on ne s'intéressait pas aux victimes. Et là, je ne sais pas, un fait divers de plus ou une discussion, et j'en ai eu marre. En fait, je me suis dit, mais les victimes n'existent pas. On ne parle jamais que des agresseurs, on ne parle que de ça. La situation ne bouge pas. Au bout de 5 ans, j'avais l'impression qu'il ne s'était absolument rien passé sur le sujet pour la défense des victimes, à la fois pour éviter qu'il y en ait plus, et à la fois pour en prendre soin une fois qu'on n'a pas réussi à l'éviter. Et du coup, je me suis dit que la meilleure façon d'attirer l'attention sur le sujet, étant journaliste et ayant été victime d'une agression en défendant une femme qui se faisait agresser, ça me donnait non pas une légitimité, mais une fenêtre de tir pour aller un peu bousculer
ce que j'appelle les séquences de communication des spin doctors et politiques, et leur me dire, mais ça serait peut-être bien de parler des victimes. On n'en parle pas aux élections présidentielles, au débat de la présidentielle, on n'en a pas parlé. Aux élections autres et diverses et variées, on n'en parle pas non plus. Au quotidien, on a beaucoup d'annonces, mais j'entends jamais parler des victimes. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre un petit grain de sable dans la machine pour dire, vous savez, on est nombreux finalement. C'est pas le premier parti de France, mais c'est même beaucoup plus que ça. Il y a 150 000 agressions par an en dehors de la sphère familiale en France. Ça veut dire plus de 300 par jour. Ça veut dire plus d'une par minute, finalement. C'est absolument gigantesque. Et si vous rajoutez les dommages collatéraux que représentent les proches, ça fait un nombre de Français qui sont directement concernés par une agression violente. Je ne parle pas d'un vol de sac à main ou de téléphone, comme il peut encore y en avoir d'autres, et c'est encore plus conséquent en termes de chiffres. Et finalement, c'est un peu sous la moquette, j'ai l'impression. Donc ce livre, c'était vraiment pour dire... Il y a une sorte de guerre civile à bas bruit en termes d'agression. Les agressions sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus violentes. Et quand on commence à creuser, on se rend compte qu'en première ligne, on retrouve les femmes. Les agressions violentes, 70% vont concerner des femmes. Les agressions sexuelles, 95% vont concerner des femmes. Et ça ne dérange apparemment personne qu'au quotidien, une femme intègre à sa vie quotidienne le fait d'avoir peur de se faire agresser sur le chemin du travail ou dans la rue. Et moi, ça me paraît juste inacceptable dans le 2023 de penser que toutes les femmes autour de moi, ou ont été agressées, ou ont peur de se faire agresser, et mettent en place des stratégies pour éviter que ça arrive. Parler de la charge mentale des femmes au quotidien, la peur au ventre, souvent. Des centaines de personnes sont venues en discuter avec moi après. Ça libère la parole, une agression. Ayant été agressé dans ces conditions-là, beaucoup de consoeurs, d'amis ou même des inconnus sont venus me dire « Moi aussi j'ai peur pour telle raison, il m'est arrivé telle chose, j'évite de mettre des talons dans le métro parce que le bruit va attirer un prédateur. Quand je m'assois dans le métro, je m'assois à tel endroit. » Ou carrément, je ne prends plus du tout le métro ou les transports en commun, je prends mon vélo ou ma voiture et je préfère avoir les bouchons plutôt que de rencontrer un prédateur potentiel. C'est sidérant toutes les techniques de contournement mises en place, mais ce qui est sidérant surtout, c'est qu'en tant qu'homme, je n'avais jamais entendu parler. Parce que j'ai eu cette agression, j'avais 45 ans. En 45 ans, ça ne m'était jamais venu à l'esprit que mon épouse ou des amis avaient ce genre de mode de pensée. Et pourtant, c'est intégré à leur quotidien. Et ça, c'est pas banal, c'est normal. Et si c'est normal, c'est un problème. Depuis 5 ans, vous avez eu le temps aussi de réfléchir à ces événements. Est-ce que tout d'abord, vous avez, avant de reparler de cette question de colère qui m'intéresse aussi, douleur et colère, inhérente à ces 5 années et qui réapparaissent dans l'ouvrage. Est-ce que vous avez des nouvelles de cette jeune fille ? On s'est recroisés, oui. Je l'ai retrouvée via les réseaux sociaux parce que le soir de l'agression, elle avait voulu m'accompagner et elle avait voulu témoigner pour expliquer pourquoi j'avais été agressé. Et malheureusement, elle n'y avait pas été autorisée parce qu'elle n'était pas de la famille. Donc après, on s'était perdu de vue. J'ai retrouvé son nom, du coup, je l'ai contacté via les réseaux sociaux et on s'est revus. Ce qui m'intéressait surtout, c'était de savoir si elle allait bien. Parce que moi, finalement, j'étais KO, donc je n'ai rien vu de mon agression, mais c'est pas très agréable de voir quelqu'un se faire littéralement démonter la tête en sens propre à côté de soi. Donc je voulais surtout être certain que cette jeune femme, qui avait été courageuse, ne vivait pas mal la chose et ne s'en voulait pas. Parce que le problème, il y a un très bon documentaire d'ailleurs sur YouTube qui en parle, qui s'appelle « Coupable d'être victime », c'est quand on est victime, on se sent coupable d'avoir été agressé. C'est un peu une inversion de la charge de la preuve. La victime se sent coupable. Et j'avais peur qu'elle se sente coupable, que j'ai été agressé en prenant sa défense, alors que c'est un choix que j'assume entièrement et je referai exactement le même choix dans la même situation. Mais c'était pas le cas, heureusement. Donc elle avait intégré, elle avait avancé là-dessus. Et c'est à cette occasion, en la revoyant, que j'ai appris que c'était en fait elle qui avait pris ma défense quand moi j'étais KO. Que personne ne m'avait jamais dit. Je ne le savais absolument pas. Est-ce qu'on a retrouvé votre agresseur, par contre ? Pas du tout. Pas du tout. Non, il est parti en courant quelques secondes après que la jeune femme se soit mise sur moi et crié. Il a foncé dans ce couloir de métro. On m'a expliqué que 3 messieurs avaient cherché à le rattraper en courant, mais n'avaient pas pu. Et après, il a disparu. Plus tard, la police a fait son travail et l'a recherché apparemment. Moi, j'ai regardé les fichiers de police, je ne l'ai pas reconnu dans les personnes fichées. Et l'affaire a été classée, ça en est resté là. Mais sincèrement, le taux en toute impunité à nouveau. Entièrement. C'est ça qui me gêne vraiment. C'est qu'en termes d'impunité, je sais qu'elle existe parce que cet individu a agressé une femme devant moi, puis a voulu me tuer. Et il est en liberté totale, et il n'est pas condamné pour ça. Et il y en a combien des comme ça ? Donc c'est ça qui est un peu agaçant quand même. C'est de l'impunité, ça existe effectivement. Et ce sentiment d'impunité lui a sûrement donné encore plus de force pour la prochaine agression qu'il commettra. Alors il y a la douleur, on en a parlé, il y a la colère, vous l'avez évoqué, les agacements, mais vraiment la colère, quand on lit l'ouvrage, le terme de colère n'est pas impropre. Tout d'abord, à l'égard des voyageurs, vous en avez parlé, qui n'ont pas bougé, manque de courage, volonté de ne pas avoir de problème. Mais j'ai envie de vous dire que faire l'avocat du diable, mais quand on paie un ticket de métro 2 € pour se déplacer, c'est pas pour vivre le Far West non plus. Ah non, c'est clair, ça ne devrait pas arriver.
En fait, quand on prend le métro, on ne demande pas simplement la régularité des métros qui arrivent à l'heure et dans lesquels on peut respirer. On aimerait bien aussi arriver vivant d'un point A à un point B, si possible avec toutes ses affaires dans ses poches, mais c'est pas toujours le cas. Et là, effectivement, la RATP, sur ce point-là, je me suis un peu énervé contre eux dans le livre et je le regrette absolument pas, parce qu'après cette agression, d'une part, je n'ai eu aucune nouvelle. Enfin, vous êtes agressé, vous dites elle est inhumaine, quoi. Ah oui, non, mais c'est pas humain. C'est 14 fractures à la tête, quasiment mort. On prend vos coordonnées quand vous vous réveillez, on me demande mon nom et mon prénom, que j'étais bien incapable de donner à ce moment-là, pour être sincère. Et après, silence radio. Et là, je me suis dit, mais est-ce que c'est pareil pour toutes les victimes? Donc j'ai appris par la suite qu'il y avait maintenant une politique pour rappeler les victimes d'agressions sexuelles dans les transports en commun, en tout cas pour la régie parisienne. Pour les régies de province, je ne sais pas, mais je suppose que ça évolue aussi. Mais ça serait peut-être bien de rajouter une petite touche d'humanité, juste pour rappeler les victimes d'agressions au moins conséquentes, pas des choses avec juste des insultes ou des mauvais mots, pour savoir comment les gens vont. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez besoin d'un psy? Est-ce que vous avez besoin d'accompagnement? Est-ce qu'on peut vous aider à porter plainte? C'est pas grand-chose, mais c'est une petite touche d'humanité. Et vu le nombre de victimes qu'il y a, je pense que c'est pas inutile. Vous évoquez que la RATP, bien évidemment, et pas seulement PTR en région Île-de-France ou bien tous les autres réseaux dans les grandes villes. Rien que pour la RATP, vous dites, en 2021, il y a eu 122 170 personnes qui ont été victimes de vols ou de violences au sein de ce réseau. Là encore, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que c'est facile, dans ces conditions, de se transformer en assistance sociale ou médicale? Je vous provoque. Non, je pense pas. Mais si c'est une question d'argent, il faut poser la question. Si la sécurité des gens est juste une question d'argent, mettons cet argent. Je pense qu'on est tout à fait capable de dépenser stupidement de l'argent en France dans des sommes assez conséquentes. Pourquoi pas, de temps en temps, le dépenser intelligemment? Après, je sais bien qu'une régie de transport francilienne, qui est la plus grande de France, dépend des financements qu'on lui donne pour travailler, et que l'argent ne tombe pas du ciel non plus. Mais ce que j'ai pu voir dans les enquêtes d'opinion que j'ai eu la chance de consulter sur ce qu'en pensent notamment les femmes dans les transports en commun parisiens, 43% des femmes prennent les transports parce qu'elles n'ont pas le choix. 5% ne les prennent plus. Et leur première requête, c'est pas de la vidéosurveillance, même si c'est utile pour avoir une preuve a posteriori, c'est de la présence. Je ne dis pas de la présence automatiquement d'hommes surarmés un peu partout sur les quais, mais de la présence humaine. Parce que la présence humaine, que ce soit des personnes simplement sur les quais ou des agents de sûreté un peu plus qualifiés et pouvant vraiment intervenir, ça dissuade. Ça dissuade vraiment. Ce qu'il faut, c'est des gens. Et il y en avait dans le temps. Il y en avait dans le temps sur les quais, bien évidemment, sur chaque quai. La question qui se pose aussi, c'est de se dire, il y a quand même des systèmes de vidéosurveillance, donc vous avez des images. On sait que c'est important, on voit bien dans l'affaire de Bordeaux, ce sont les images qui permettent aux gens de comprendre l'ampleur de la violence aujourd'hui dans notre pays. Il y a 5 ans, cette violence existait, elle existe au quotidien, vous le rappelez, des centaines de fois. Ces vidéos-là vous ont pas aidé à retrouver l'agresseur? Non. C'est vrai qu'on est dans une société de l'image. Le cas de Bordeaux est explicite. D'un côté, on ne devrait pas voir cette image parce qu'elle relève de la vie privée et d'une caméra de surveillance de violon de maison, et encore plus quand les visages ne sont pas floutés et en plus il y a un enfant. De l'autre, on ne les aurait pas vus, on n'aurait pas entendu parler de ce fait divers plus qu'un autre. Donc c'est un peu paradoxal. C'est pas bien de la diffuser, mais en même temps c'est ce qui permet d'en parler. Donc je ne sais pas comment arbitrer entre les deux, mais en tout cas c'est ce qui permet de faire qu'une agression ressort du lot et peut-être peut changer les choses pour montrer qu'en fait ça se banalise. Après, c'est des questions de politique ou de politicaille, excusez-moi, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vont les victimes, comment éviter qu'il y ait des victimes, et comment éviter qu'un agresseur se trouve sur le chemin d'une victime, parce que le meilleur des agresseurs, c'est celui qu'on ne croise pas. Donc les images, elles existent. Les images à la RATP, elles existaient. Donc moi, je suis allé immédiatement, comme j'ai un vernis juridique, je suis allé porter plainte avec mes 14 fractures au commissariat pour avoir une réquisition des images par la police, puisque c'est la marche à suivre, vous portez plainte, la police réquisitionne les images et après elles sont donc sauvegardées par la régie. Normalement, ça serait bien qu'elle le fasse elle-même, mais ce n'est pas le cas, même si elle a constaté les agressions. Après, ce qui est vrai, c'est que dans mon cas, les images étaient pitoyablement mauvaises en termes de qualité. On voyait juste, de façon floue et pixelisée, un homme avec une capuche en train de frapper quelqu'un dans un couloir, filmé d'en haut. Je vous défie de reconnaître qui que ce soit. Le moindre téléphone, même un vieux Nokia, prendrait une meilleure image. Ça a peut-être changé depuis. Il faudrait que ça change, mais je pense que les caméras sont quand même si on a 50 000, assez anciennes. Vous me dire qu'entre 2017 et 2023, il n'y a pas de progression dans la qualité des images? Pas à ma connaissance. Je crois qu'on est en train de lancer un plan de renouvellement ou d'optimisation de la qualité des images des caméras de surveillance du métro. J'espère que ça sera le cas, mais après, c'est bien d'avoir des images, encore faut-il en faire quelque chose, c'est-à-dire les stocker, parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque numérique, et donc il faut pouvoir garder ces images un certain temps, et ça a un certain poids, pour pouvoir les utiliser, si besoin, pour défendre les victimes, pour avoir des éléments de preuve. Dans tous les chiffres que vous donnez, on voit bien évidemment que ce sont, et vous l'avez dit, les femmes qui sont surexposées à la violence. Et comme vous avez regardé pendant votre convalescence énormément de Netflix, vous dites aux femmes, attention, Paris, c'est pas Emily in Paris. Non.
Il y a un gros décalage entre l'image. Je suis ravi pour Paris, pour l'image mondiale que la série Emily in Paris a donnée de Paris. Mais malheureusement, l'image est très très fausse et il n'y a pas que les touristes japonais qui sont très déçus en arrivant à Paris. C'est sûr qu'il y a beaucoup de sujets de réflexion sur l'état de Paris, mais la violence, l'insécurité et les vols sont quand même en première ligne. C'est la plus mauvaise des surprises. On parlait encore hier, j'étais à discuter avec un chauffeur de taxi, parce qu'on aime bien, c'est une bonne source pour discuter, qui me disait qu'il était avec une jeune personne brésilienne qui justement travaillait pour Netflix. C'est un hasard, mais c'est le cas, qui venait faire des repérages pour Netflix, qui venait des favelas, et il lui parlait des favelas, il dit mais c'est dangereux. Il dit, vous n'allez pas me croire, j'ai jamais été agressé dans les favelas parce que j'en viens. Là, à Paris, je me suis fait agresser au bout d'une journée. Le thème de la sécurité refait actuellement débat. On a parlé des événements de Bordeaux, mais c'est quotidien. Le chef de l'État, dans un moment de lucidité, a parlé de processus, ça peut arriver, de processus de décivilisation. Ça lui a d'ailleurs été amèrement reproché. On était en 2017, la situation est devenue quasiment incontrôlable. Et vous posez la question à haute voix, à quel moment notre pays a-t-il franchi cette frontière entre l'acceptable et l'inacceptable? Vous posez la question, est-ce que vous avez un élément de réponse? À partir du moment où on a décidé, pour des raisons politiques, de considérer que des faits divers ne font pas un fait de société. J'étais encore sur un plateau il n'y a pas longtemps et avec un chroniqueur qui expliquait que l'histoire de Bordeaux était un fait divers isolé et qu'il avait été récupéré et instrumentalisé politiquement. Cette grille de lecture fait qu'à chaque fois, on discrédite, ou en tout cas on néantise, pour faire un peu Sartre au passage, la situation des victimes. En prenant une grille de lecture typiquement politique et en prenant chaque fait de façon séparée, on évite de vouloir voir, c'est un peu comme une toile en pointillisme. Il y a un tas de petits points, mais on refuse de reculer un petit peu pour voir le dessin. Et on se contente de chaque point en disant, bon, ce n'est qu'un fait divers de plus. Sauf que quand on regarde de plus près, les faits divers de plus, il y en a des centaines de milliers de victimes, et que ces victimes, contrairement aux agresseurs qui vont passer à autre chose ou à une autre agression, elles vont rester victimes pour la vie, jusqu'à ce que mort s'en suive. Cette grand-mère agressée à Bordeaux, malheureusement, elle s'en rappellera jusqu'à sa mort. Cette jeune fille qui va devenir une femme, elle s'en rappellera toute sa vie et ça va la structurer. Et c'est très compliqué, et il va falloir penser à ces gens-là, parce que c'est un vrai traumatisme. Donc les agresseurs, c'est une chose, mais les victimes, c'en est une autre. Quels sont pour vous, vous êtes journaliste, vous avez été un journaliste qui s'est occupé des questions de société aussi. Quelles sont les pistes pour établir un peu de quiétude dans notre pays? Parce qu'on voit bien que cette violence est aujourd'hui en train d'exploser, que ce n'est plus une vue de l'esprit. Il y a une piste, pas un sentiment. Non, ce n'est pas un sentiment d'insécurité qui m'a envoyé aux urgences, ça c'est clair. Contrairement à ce que peut penser M. Dupond-Moretti, l'insécurité, elle existe et il faut la gérer et pas se dire qu'on ne la gère pas parce que ça ferait le jeu des extrêmes. C'est au contraire ne pas régler la question qui peut faire le jeu des extrêmes si tant est que ce soit le sujet. Je pense qu'il y a deux aspects différents. Le premier, c'est un peu de choisir d'être le pèlerin des cathédrales. C'est-à-dire que quand on voit une situation, on ne se pose pas de questions, on intervient et espérons que ça se passe bien. Ça suppose peut-être de se mettre parfois en danger, mais plus il y a de gens qui interviennent et moins le danger est important. Quand une personne intervient, elle se met en danger. Quand il y a 5 ou 6 personnes qui interviennent, c'est entièrement différent. Donc si le courage pouvait être contagieux et que chacun se dise qu'il appartient à chacun de penser à tous, parce qu'on est dans une société quand même très individualiste, ça serait pas mal. Donc peut-être que cette petite graine qui a été plantée par Henri à Annecy peut grandir, et ce serait une bonne chose. La deuxième, c'est encore une fois, c'est d'éviter que les agresseurs rencontrent des victimes potentielles. Et à partir du moment où vous n'avez pas de place en prison, pas de politique d'application des peines, parce que finalement, en dessous d'un certain niveau de peine, vous ne pouvez pas aller en prison parce qu'il n'y a pas de place, et pas de place en hôpital psychiatrique non plus, évidemment, des agresseurs vont rester dans la rue. Et donc, on va les recroiser, et au bout de X victimes, comme c'est le cas à Bordeaux, on va se dire, ah, effectivement, on va trouver une place. Ça serait peut-être bien d'agir aussi sur ce plan-là. Ah, il y a un dernier acteur, vous venez de l'évoquer à l'instant, que vous mettez en cause dans votre livre. En passant, vous n'avez pas poursuivi la RATP. Vous auriez pu? J'aurais pu effectivement poursuivre la RATP. Parce que vous n'êtes pas procédurier Voilà, c'est ça. Je me suis dit que ce n'était pas le bon chemin, qu'écrire un livre pour essayer de faire bouger les choses, c'était plus utile que de faire un procès pour gagner de l'argent. Alors, autre mise en cause dans votre livre, c'est la justice. Certains dénoncent son laxisme, bien évidemment. Vous dénoncez sa lenteur. Vous avez vécu directement cette lenteur, vous-même noyé dans les procédures. Oui, parce que le parcours victimaire, en fait, on découvre, c'est un peu comme de rentrer dans une vie parallèle, devenir une victime d'agression. Jusqu'à maintenant, où vous avez une vie normale, et puis vous prenez le couloir de gauche, et tout d'un coup, c'est différent.
Et dans ce parcours, j'ai découvert l'hôpital, j'ai découvert les urgences, j'ai découvert aussi la douleur, ça c'est pas très agréable, ou la qualité de l'hôpital public, puisque la chirurgie qui m'a été faite était d'une très bonne qualité, et finalement c'est l'État, c'est nous tous qui avons payé ce genre de choses, donc merci. Mais j'ai aussi découvert que la justice vous emprisonne dans le passé en quelque sorte. C'est par des petites choses, c'est pas toujours des grosses choses. Mon cas n'est que subjectif et personnel, mais j'ai attendu 3 ans pour avoir une expertise judiciaire. 3 ans pour rencontrer un médecin expert qui puisse justifier ou mesurer l'étendue des dégâts que j'avais subis de façon permanente pour après envisager une compensation, parce qu'après on passe devant une commission pour une compensation financière. Et pourquoi 3 ans pour une expertise judiciaire? Parce que, m'ont dit les médecins qui les uns après les autres ont refusé de prendre mon cas, l'État ne paye pas en temps et en heure. Donc finalement, on a des médecins experts auprès du tribunal qui sont chargés d'aller voir des victimes, mais qui ne vont pas le voir parce qu'ils ne vont pas être payés assez vite. Mais à un moment, pendant ce temps-là, la victime, elle attend son expertise pour après passer devant un tribunal et surtout passer à autre chose, refermer le dossier. Et à cause de la lenteur de la justice et du manque de budget sur certaines petites choses, de cette absence d'huile dans les rouages, on fait vivre les victimes dans le passé pendant des années. J'ai dit tout au long de l'entretien, vous avez vécu le temps de la douleur et celui de la colère. J'ai retenu ces 2 termes-là. Comment allez-vous déjà? Est-ce que la douleur s'est estompée? Elle est raisonnablement présente, donc elle est tout à fait gérable. Mais franchement, être vivant, c'est pas mal. J'apprécie tous les jours. Merci mon Dieu, c'est très bien. Et la colère, est-ce qu'elle était atténuée par la rédaction et la parution de ce livre? Est-ce que c'était aussi le moyen? Non, sincèrement non. La colère, elle avait été la plus forte quand on m'avait remis une médaille en me disant, vous savez, personne n'intervient jamais, c'est pour ça qu'on vous décore, parce que ça m'énervait pour mes concitoyens de me dire, mais c'est quand même pas normal d'être le seul à intervenir. Mais la colère, elle sera toujours présente tant que j'aurais pas vu des choses bouger, parce que c'est bien, grâce à ce livre, j'ai pu être reçu par différents... Parce que le livre, il fait bouger un peu les choses. Voilà, ça fait du bruit, c'est bien, ça fait parler. Il y a des hommes qui ont pris conscience de ce que vivaient leurs conjointes. Il y a des femmes qui m'ont remercié en disant, c'est bien d'en parler, de mettre le sujet sur la table, parce qu'il y a un vrai problème et que tout le monde nous prend pour des folles, soyons sincères. Et en revanche, moi, ce que j'attends après, c'est que les politiques bougent. Et ça, c'est plus compliqué de faire bouger les politiques. Il faut une grosse dose de bruit médiatique pour qu'un politique se dise, tiens, il va falloir que je m'occupe vraiment de la question. Et pour l'instant, je n'ai pas l'impression que la question de l'insécurité et des victimes soit vraiment traitée. On en parle, on passe à autre chose. Pour la prochaine présidentielle, 2027, peut-être? J'ai comme un doute. Concorde rouge dans la peau d'une victime d'agression. Cet ouvrage, il est au Cherche Midi, mais il est surtout sur la boutique TVL. Vous le retrouvez bien évidemment sur tvl.fr à la rubrique boutique et vous pouvez vous procurer cet ouvrage. Judicaël Hirel, merci. Merci à vous.